Bonjour et bienvenue à tous dans Le Pont des Communs, une émission réalisée par des progressistes pour des gens qui veulent changer le monde. Alors, à chaque fois, notre objectif il est simple, créer des ponts entre la société civile, les associations et le monde politique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Nous n'en avons qu'une, elle est primordiale. Je ne parle pas de l'étoile du Nord, je parle de notre santé. Et donc, très naturellement, nous avons intitulé le titre de cette émission « Eh bien, bonne santé !» Pour discuter de cette question primordiale, nous avons un invité de talent, un invité de renom. J'ai nommé Arnaud Bruyel. Arnaud Bruyel, il a été infirmier dans différents hôpitaux de Belgique pendant près de 15 ans. Il est doctorant. Aujourd'hui, il est chargé de cours à l'ULB. C'est en plus un Tournaisien d'origine, donc on est très fiers de l'accueillir aujourd'hui, et un sportif redoutable. Bonjour Arnaud. Bonjour Joachim et bonjour tout le monde. Bonjour. En plus d'Arnaud, nous avons nos deux chroniqueuses préférées, puisque pour le moment, c'est les seules, Margot et Claire, qui, comme d'habitude, vont nous apporter une vision particulière sur cette situation de la santé, un point objectif, un petit esprit critique, enfin bref, tout ce qu'on aime. Trêve de palabres, trêve d'introduction, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Avec cette première question pour toi, Arnaud. Finalement, on vit de plus en plus vieux. Ici, c'est prouvé, l'espérance de vie augmente. Est-ce que ça veut dire qu'on vit en meilleure santé ? Donc oui, l'espérance de vie est d'environ 83 ans actuellement. On est l'un des meilleurs élèves en Europe pour ce chiffre-là. Un élément, c'est qu'il y a une disparité importante en fonction du niveau socio-économique. On parle d'une inégalité sociale de santé qui est très importante. Parce que, par exemple, si on compare la personne la plus riche versus la plus pauvre, on peut avoir un écart d'espérance de vie de 10 ans. Donc 10 ans, ça reste important, ça reste quelque chose de qu'on ne parle pas assez. Et donc c'est vrai, ces patients précarisés, ces personnes précarisées, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de santé publique actuellement pour améliorer cette espérance de vie. Deuxième élément, évidemment, la qualité de vie. Là aussi, on est un très bon élève. En moyenne, 8 personnes sur 10 se disent en bonne, voire très bonne qualité de vie. Mais là, encore une fois, derrière ce chiffre, il y a des disparités énormes. Comme les femmes, par exemple. Les femmes sont souvent en moins bonne santé que les hommes. Et également, encore cette inégalité sociale qui se retrouve, où on voit des écarts aussi d'espérance de vie sans incapacité, pour les femmes, par exemple, entre les plus riches et les plus pauvres, d'environ des écarts de 15 ans. Mmh. Donc, ça reste très importante. Et peut-être aussi, si on a le temps, parler des maladies chroniques qui sont un réel fléau également de notre société. Voilà, c'est une question sur laquelle j'aimerais bien t'entendre parce que effectivement ici, on comprend que en moyenne, on vit plus âgé, mais que ça dépend forcément de notre genre, de notre situation socio-économique, etc. Mais est-ce qu'on vit en meilleure santé ? On sait qu'il y a des maladies qui pullulent. On peut parler des questions d'obésité, on peut parler des questions respiratoires. Donc finalement, on vit plus vieux, mais est-ce qu'on vit en meilleure santé ? Donc non, surtout du côté wallon, si on se compare à la Flandre. Donc clairement, on a des écarts très importants, des disparités régionales qui restent très importantes. On parle maintenant beaucoup de troubles mentaux, de dépression, de burn-out, mais également de cancer, de pathologies chroniques type arthrose, hypertension. Et donc clairement, on peut avoir chez les patients de plus de 65 ans, 44% par exemple de la population qui ont au moins une pathologie chronique. Et évidemment, du coup, ça coûte cher aussi pour notre société. Et évidemment, le côté prévention, là, on n'est pas non plus l'un des meilleurs élèves en Belgique où on faudrait évidemment appuyer plus sur cette prévention pour éviter ces pathologies chroniques et au final avoir un coût sociétal qui reste majeur pour notre société belge. Mmh. Merci Arnaud pour cette première entrée en matière. J'ai envie de poursuivre avec quelque chose que tu as un petit peu abordé mais que j'aimerais bien développer. Sur la question on a un petit slogan ici dans le Pont des Communs, c'est « on s'intéresse aux fonds marins plutôt qu'au bruit des vagues ». Et c'est vrai que l'actualité fait toujours beaucoup de bruit, mais il y a des choses qui intrinsèquement, je veux dire, dans le fond des océans, ne bougent pas. Et pour ça, j'ai discuté, figure-toi, avec ma voisine. Et la dernière fois, je vois ma petite voisine, elle s'occupe toujours des chats. Je l'appelle Madame Lambert. Et je discute avec elle. Rien à voir avec les chats. Non. Elle a plein de choses à raconter sur les autres voisins. C'est aussi très, très intéressant. Et cette fois-ci, elle me parlait du fait que elle avait rendez-vous chez le dentiste, mais que pour des questions financières, elle avait en fait reporté ce rendez-vous de plusieurs mois. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent ? Est-ce que cette question finalement du report des soins qui sont
souvent essentiels, et on sait que quand on reporte les soins, c'est plus difficile finalement de se soigner. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent et comment on peut expliquer ça ? Donc, selon une étude de la Solidarisme, mais aussi du Centre fédéral d'expertise et soins de santé, 44% des Belges francophones reportent des soins pour des problèmes financiers. Les soins dentaires sont vraiment souvent, en tout cas, cités, en tout cas dans le top 3 des soins qui sont reportés, parce que ça coûte très cher, ils sont très peu conventionnés, il y en a très peu, c'est même devenu exceptionnel. Du coup, les coûts donnés par les dentistes deviennent de plus en plus libres. Et par exemple, on considère qu'entre 2008 et 2016, quasiment la population, les reports de soins ont doublé. Donc ça reste important. Il y a aussi certains médicaments qui coûtent très cher ou également des soins spécialisés. Les médecins spécialistes également ont des surhonoraires qui commencent à être de plus en plus importantes. Et donc on peut reporter des soins qui restent de plus en plus fréquentes, surtout chez les patients évidemment précarisés, comme je l'ai dit juste avant. Ça, même moi, alors que voilà, je travaille, ça m'est déjà arrivé de reporter un rendez-vous chez un spécialiste parce que c'était la fin du mois et que je savais juste pas avancer, même si voilà, après je récupérais quelque chose par la mutuelle, mais j'avais pas avancé, quoi. Et le problème, c'est que certains spécialistes, quand on décale un rendez-vous, on n'a plus rien avant 3 mois, quoi. Et donc ça reporte. Donc en fait, notre système de santé est assez bon. Donc ça veut dire qu'on est bien couvert par l'assurance maladie. On considère que 99% de la population est couverte par l'assurance maladie, ce qui reste exceptionnel par rapport à d'autres pays. Il faut reconnaître nos qualités. Sauf pour les sans-papiers, c'est le gros bémol pour l'instant. Mais par contre, on a un gros problème, c'est qu'on considère qu'environ, en moyenne, 20% des dépenses de santé viennent de la poche des patients. Et là, on est l'un des moins bons élèves en Europe. Et en fait, ça a fait qu'augmenter sur les 20 dernières années. Et donc, ça veut dire qu'on paye de plus en plus nos soins de santé. Certains médicaments, ça devient des fois horrible. Et donc, évidemment, les reports de soins ne vont faire qu'augmenter. Et là, clairement... les mutuelles essayent d'alerter les pouvoirs publics, mais je suis pas sûr qu'on l'entend assez sur cette dépense de santé privée, de la part privée, donc des patients, pour les dépenses de santé de manière globale. En tout cas, les chiffres que tu nous apprends aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont interpellants. 20% en moyenne des frais qui sortent de la poche des patients. À une époque où finalement on se gausse ici en Belgique d'avoir le meilleur système de santé, on voit que les gens sont bien couverts, mais que finalement il y a encore des grosses disparités en fonction des soins sur combien on va débourser, mais aussi en fonction de ses moyens. Et ça ne touche pas que les classes précarisées, ça touche aujourd'hui une bonne partie de la population. Oui, donc c'est vraiment... Et puis on n'en parle pas encore d'assurance complémentaire qui... Donc les plus riches sont de mieux en mieux couverts en fait pour ces surhonoraires ou ces médicaments qui sont plus cher, mais néanmoins la Belgique fait des avancées, comme on parle de maximum à facturer par exemple dans les hôpitaux, on parle de statuts un peu spécifiques pour les gens qui sont précarisés pour éviter qu'ils coûtent très cher, le ticket modérateur, il y a des choses qui sont mises en place. Mais une partie des patients qui sont précarisés, en fait, n'ont même pas cette information. On voit qu'il y a une sous-utilisation, de ces moyens pour lutter contre cette dépense privée également. Donc c'est même un problème d'information sur le fait finalement que certains patients n'exercent pas les droits auxquels ils pourraient bénéficier. Avant d'arriver aux solutions, je te propose de creuser encore un petit peu dans les problèmes. Et je vais me tourner vers Claire qui a déniché finalement un petit problème qui pourrait devenir gros ou un gros problème qu'on imagine petit problème, à savoir la question de l'alcool. Et c'est vrai qu'ici en Belgique, on aime bien lever le coude, boire un coup, voire même boire des à fond pour les plus fous d'entre nous. Alors, santé et bonne santé, ça rime pas toujours ensemble, mais Claire, est-ce qu'on va faire la fête avec toi aujourd'hui ? Non, absolument pas, Jo. Aujourd'hui, j'ai décidé de casser l'ambiance parce que je suis définitivement la meuf la plus relou de ce podcast. Voilà, comme ça c'est dit, Miss Rabat-Joie, c'est moi. En off, elle est pas du tout relou. Bien, alors je ne sais pas vous, mais moi, quand on me parle de santé, je pense à 2 choses. Petit 1, la santé mentale. Petit 2, l'état de bon fonctionnement de mon organisme. C'est une définition Larousse. Et comme le petit 1 est un peu fucked up, j'ai choisi de m'attarder sur le numéro 2, la santé au sens très classique du terme, afin de vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, notre dépendance culturelle et sociale à l'alcool. Et je vais commencer par vous suggérer un petit exercice. J'aimerais que la prochaine fois que vous vous posez dans votre canapé, à mater votre série préférée, vous comptiez les verres d'alcool et les raisons pour lesquelles les personnages les boivent. Alors moi je l'ai fait, et c'est assez incroyable. Donc dans mon top 3, j'ai Dr Pravesh est heureux, il boit.
Dr Parvesh est triste, il boit. Et le dernier, c'est mon préf, Dr Parvesh est tout simplement en vie, il boit. Voilà, c'est bien simple, l'alcool est partout dans l'univers télé et ciné, et il est très, voire trop souvent glamourisé. Trop, car oui, l'alcool est une drogue. Certes communément acceptée et encouragée, mais ça reste une drogue. Voilà, donc ça, c'est normalement le moment où je me fais allumer par tous les lobbyistes et les alcooliers du pays, pour qui s'attaquer à l'alcool reviendrait à commettre un crime contre notre culture et parfois même contre l'humanité. Oui, Claire, j'ai justement 2-3 brasseurs qui sont à la porte avec des fourches. Je vais m'enfuir par la porte arrière. Voilà, un peu comme le mois sans alcool, cette pratique wokiste mettant en danger toute une industrie. Alors je tenais quand même à les rassurer, je ne vais pas parler d'interdiction généralisée de l'alcool, ça me mettrait à mal par rapport à mon petit spritz en terrasse que j'adore. Non, très peu pour moi. L'objet de cette chronique, c'est surtout d'éveiller les consciences afin que nous soyons toutes et tous actrices et acteurs de notre santé. En bref, aujourd'hui, je fais de la prévention. Il en faut parfois, oui. Et si mon propos était un peu caricatural, un chouïa, c'est pour me permettre de rebondir, car s'il y a danger, ce n'est pas sur le plan économique, mais bien sanitaire, car promouvoir une industrie au détriment de la santé de toute une population, c'est pas terrible. Voilà, bref, donc je voudrais rappeler quand même que chaque jour en Belgique, il y a 10 personnes qui meurent à cause de ça. Et ces décès ne concernent pas forcément que les alcoolodépendants. La consommation même faible reste dangereuse pour la santé. Cirrhose du foie, troubles liés à l'abus d'alcool, cancer colorectal, cancer du sein sont les principales causes des décès attribuables à l'alcool. Les maladies et états de santé qui découlent de notre conso, excessifs ou non d'ailleurs, ils sont nombreux. On en compte environ 200. Alors je vais vous lire, parce que j'ai trouvé ça très sympa, un petit extrait que j'ai trouvé sur le site de l'OMS, histoire de ne pas vous faire flipper du tout. Donc je cite, « L'alcool est une substance toxique psychoactive qui induit une dépendance et a été classée dans le groupe 1 des agents cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer. » Fin de citation. Et devinez ce que l'on retrouve dans ce groupe 1 des agents cancérigènes. L'alcool ? Du coup, oui. Elle vient de le dire. Mais l'amiante ou encore les radiations. Ce qui n'est pas flippant du tout. Et l'OMS poursuit avec ceci. Donc, la moitié des cancers attribuables à l'alcool sont causés par une consommation d'alcool minime ou modérée. Voilà. Donc, face à cela, le Conseil supérieur de la santé a émis des recommandations. Parmi celles-ci, on retrouve l'interdiction de la publicité ou de la vente d'alcool aux moins de 18 ans, la fixation d'un prix minimum, l'accès à l'eau gratuite dans les établissements Horeca, mais aussi l'accès aux soins et à la protection de certaines personnes plus à risque. Des solutions qui sont concrètes et assez simples, il me semble, à mettre en place, mais qui, il faut le dire, tardent un peu. Alors, comme tout problème sociétal, je pense qu'il est important qu'il soit compris, mais surtout traité par l'ensemble de notre société. Que cela soit d'un point de vue associatif, on en a pas mal, d'un point de vue politique, mais également d'un point de vue citoyen. Et donc, ce que je vous propose de faire à l'avenir, mes bichons, c'est de la prévention et de la promotion de la santé à l'échelle individuelle. Et ça commence par un geste tout petit et tout simple. Ne pas faire yèche les gens qui n'ont pas envie de boire. Merci Claire pour ces mots pleins de sens. J'ai envie de te faire réagir, Arnaud, parce que Claire a quand même lâché du lourd à ses petits bichons. Elle nous parle finalement de l'alcool comme une drogue dure. Elle nous parle de l'alcool comme un des fléaux au niveau de la santé. J'aimerais bien te faire réagir finalement sur ces deux questions. Un, est-ce que l'alcool est une drogue dure ? Et deux, quel est l'impact finalement de l'alcool sur notre santé ? Oui, donc c'était très complet, bravo. Merci. On peut rajouter que ça a un impact également sur les troubles mentaux, faut pas l'oublier, et également sur les accidents, évidemment, de la voie publique. Oui, donc ça a vraiment un fléau de santé publique à cause de cette acceptation sociétale, comme on vient de le dire. Moi, ça fait 2 ans que je suis prof en santé publique et en faculté de médecine. Et ça fait 2 ans que je leur dis toujours aux étudiants, allez, on va essayer de réfléchir sur la publicité et comment c'est accepté à notre quotidien. Et donc, à chaque fois, je leur dis ça en début d'année et en fin de cours, donc fin de cursus, ou à la fin du quadrimestre, je leur demande est-ce que vous avez vu les publicités, etc. Et une fois qu'on a cette vision, c'est dramatique la publicité qu'on retrouve partout sur l'alcool. On retrouve ça nulle part pour aucune drogue, si ce n'est peut-être pour le tabac, parce que c'est la journée sans le tabac aujourd'hui, donc autant mettre un petit message. Mais c'est dramatique. Je veux dire, tu disais que j'étais un sportif, oui. À chaque course qu'on fait, j'ai eu la chance de gagner une course il y a 2 jours. On m'a donné une bière pour gagner ça. Et donc, du coup, je l'ai refusé. La personne était un peu frustrée. Je dis, non, moi, je viens pas ici pour gagner de la bière. Donc, clairement, il y a une acceptation sociétale. Ça a un impact sur les coûts qui sont énormes. Hospitalisation, ça augmente la durée d'hospitalisation,
Moi, j'ai vécu ça pendant 15 ans en soins intensifs. On se fait opérer pour même un petit truc, mais les gens, du coup, ils se trouvent vite en sevrage. Ouais. On n'arrive pas à gérer ce sevrage actuellement. On n'a pas un médicament miracle. Du coup, on doit donner des calmants chez les patients. Ces calmants provoquent des somnolences, provoquent des pneumonies. Du coup, doivent venir aux soins intensifs. Ça augmente les durées de séjour pour une bête opération d'une prothèse de genou, par exemple. C'est incroyable. Et on n'arrive pas à bien gérer ça. Ça, c'est clair et net. Et en final, les arrêts de traitement aussi ont un coût énorme. Donc, c'est clairement une priorité de santé publique. Et aussi, je pense qu'il y a un autre élément, c'est qu'on se rend pas compte qu'on a une utilisation excessive de l'alcool. On se rend pas compte à partir de quand on est dépendant, parce qu'il y a vraiment une acceptation. Et alors, le pire, maintenant, c'est chez les jeunes, quoi. Donc, on voit des chiffres qui sont dramatiques où, à partir d'un âge qui sont vraiment très bas, les gens ont déjà eu une utilisation excessive d'alcool. Donc, vraiment, c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur, avec d'autres habitudes, comme on a dit, avec le tabac, l'activité physique, l'alimentation, mais l'alcool est vraiment plus précis. Et alors, je rajouterais un dernier élément, c'est la seule habitude de vie qui n'est pas influencée par notre niveau socio-économique. Donc, et notre niveau d'instruction, pauvre ou riche, on a la même utilisation sur les données belges d'utilisation de l'alcool. Pour ça, on est égalitaire. Donc, niveau d'instruction, peu importe, au niveau socio-économique, revenu, voilà. Ouais, non, mais comme quoi, finalement, tous les syndicalistes et pauvres ne boivent pas forcément plus de Carapils que les autres. Oui, c'est ça. Moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que j'avais assisté, donc j'ai bossé un peu dans le milieu des ASU-études et tout ça, et j'avais assisté à une conférence de quelqu'un qui était alcool, non, ça ne se dit pas. Bref, on va retrouver. Voilà. Et non, qui traitait en fait les personnes qui avaient des problèmes. C'est ce que je pense, mais je suis pas sûre. Alcoologue. Donc, on va dire quelqu'un qui traite les lassitudes, c'est plus ça. Ouais, voilà. Et elle était spécialisée en fait dans la dépendance à l'alcool. Merci. Et elle disait en fait, elle a des patients qui boivent une bière et qui sont alcooliques, autant que la personne qui vide sa bouteille de vodka, voilà, le soir, tous les soirs. En fait, l'alcoolisme, c'est juste de pas savoir s'en passer. Et je rebondis aussi sur la question. Est-ce que c'est une drogue dure ou pas ? En fait, dans le milieu, on dit qu'il n'y a pas de drogue dure ou pas de drogue dure. Une drogue est une drogue, en fait. Voilà. C'était juste pour ma petite parenthèse. Et alors, il faut partir un verre de vin par jour, c'est bon pour le cœur. Ça, c'est faux. C'est ce qu'on pensait il y a 30 ans. Comme la bière, c'est, je sais pas, 4 tartines et tout. Tout ça, c'est faux. C'est des lobbies qu'il faut vraiment ressortir de sa tête. On peut bien tomber sur une personne qui a une génétique qui est très bonne et qui, à 90 ans, dit qu'elle est en pleine forme parce qu'elle boit une bière par jour. C'est faux. C'est pas la bière qui fait qu'elle est en bonne santé. C'est autre chose, mais pas ça. Donc voilà. Ok. Pour poursuivre, j'ai envie de m'intéresser un petit peu finalement à la question des professionnels de la santé. On l'a dit, tu as été infirmier pendant 15 ans dans plusieurs hôpitaux belges. Et en préparant un petit peu cette émission, je suis tombé sur une thèse réalisée par un certain Arnaud Bruyel, comme quoi le hasard fait bien les choses. Et dans cette thèse, finalement, j'ai trouvé un chiffre qui m'a particulièrement interpellé. C'est un infirmier sur 2 envisage de quitter son emploi dans l'année. Je me pose la question, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Et aussi, je me pose la question, puisque durant le Covid, on était tous à nos fenêtres, certains avec des accordéons, d'autres avec des casseroles, d'autres encore à lancer des confettis et à dire le personnel infirmier, le personnel soignant sont les héros du quotidien, on a des Wonder Woman, on a des Superman qui sont là, et puis après quoi ? Qu'est-ce qui se passe finalement ? Et donc, 2 questions, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Et depuis le Covid, est-ce que leur situation a changé ? Donc en fait, j'avais trouvé ce chiffre pour des infirmiers qui travaillaient dans l'unité de soins intensifs fin de la pandémie. Donc c'était 50%, donc c'était énorme. Mais c'était vraiment une situation qui était particulière, chez des infirmiers bien particuliers. On a refait une étude chez 5500 infirmiers qu'on a sondés il y a une petite année, donc c'est un gros sondage. Et grosso modo, chez les personnes indécis et les personnes qui disent qu'ils vont quitter aussi la profession, on est quasiment à 30%. Mais en fait, il y a vraiment une grosse disparité. Une disparité régionale. On n'en entend pas parler. Mais en fait, j'avais retrouvé dans ma thèse en fait, qu'un infirmier qui travaillait à Bruxelles ou en Wallonie avait 2,5 fois plus de risque de quitter la profession par rapport à la Flandre. Donc ça, c'est des différences régionales qui sont massives. Et maintenant, on s'est retrouvé avec des chiffres de notre cadastre où on voit que on diminue de 2% la masse d'infirmiers
en Belgique, et avec quasiment une densité d'infirmiers, donc nombre d'infirmiers par 1000 habitants, qui est 20% moindre qu'en Flandre. Mais tu dirais que ces disparités, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à la rémunération qui est différente, à la considération qu'on leur donne? Elles sont dues tout simplement à d'autres facteurs? Donc en fait, ce qu'on dit depuis de nombreuses années, ce que les recommandations disent, en fait, c'est que cette problématique, elle est multifactorielle. Il n'y a pas un facteur qui fait changer, et donc ce qu'il faut, c'est un plan. Parce qu'en fait, c'est une pénurie qui est un peu particulière. C'est une pénurie d'infirmières actifs dans les soins de santé. Parce qu'en fait, le nombre d'infirmières diplômées en est largement supérieur à la moyenne de l'OCDE. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a 40% des infirmières diplômées qui travaillent plus dans les soins de santé. Donc, c'est pas une pénurie comme pour les médecins. C'est des sources qui sont différentes. Et en fait, en Flandre, ça fait 15 ans qu'ils ont ce plan. Et avec ce plan, ils ont mis des choses en avant, ils ont travaillé l'image de la profession. Nous, on reste dans la partie francophone, quand on voit les médias classiques, on reste avec une image archaïque de la profession infirmière, alors qu'elle a évolué. Moi, j'ai fait mes études il y a plus de 20 ans, ça n'a plus rien à voir. Ils ont rémunéré la 4e année de formation, parce qu'on est passé de 3 à 4 ans, on parle beaucoup des enseignants, mais nous, on a vécu ça il y a quasiment une dizaine d'années, on est passé de 3 à 4 ans sans revalorisation salariale. Et la revalorisation salariale, c'est vrai que 66% des infirmières déclarent qu'ils veulent avoir une meilleure rémunération. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en Flandre, ils ont travaillé sur la charge de travail. Et donc, ils ont un ratio infirmier par patient dans les hôpitaux, par exemple, qui est meilleur que le nôtre, alors que le financement est fédéral des hôpitaux. Donc, ils ont fait ces plans et ils ont travaillé aussi sur les conditions de travail dans les hôpitaux. Là, je parle plutôt des hôpitaux sur ce que je connais, mais les maisons de repos, on retrouve la même chose. Et donc, en fait, c'est grâce à ça, ils ont plus d'inscrits dans les écoles d'infirmières et ils restent plus longtemps, du coup, dans la profession. Et nous, c'est l'inverse, en fait. On a 20% de moins d'étudiants dans les écoles d'infirmiers et d'infirmières. Donc, c'est catastrophique. Et on a plus de gens qui veulent quitter, du coup, la profession infirmière. Alors que les besoins, à cause de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est ce qu'on disait au début, et à cause des maladies chroniques, les besoins, en fait, ils devraient monter. Selon l'OMS, en 2030, on devrait quasiment doubler le nombre d'infirmiers dans tous les systèmes de santé dans le monde si on voudrait répondre à des besoins. Mais donc, on le comprend finalement, c'est multifactoriel. On parle des conditions de travail, on parle de la considération, on parle des rémunérations. J'ai envie de reposer cette question. Depuis le Covid, enfin, je veux dire, il y a une prise de conscience. On a l'impression dans la population. On sait que aujourd'hui, pour le personnel soignant, c'est difficile d'aller sur les manifestations, de militer finalement pour son travail, parce que la santé c'est primordial, parce que la santé passe avant tout, et parce que finalement ils ont une considération et une déontologie au niveau de leur travail qui les empêche de faire ça. Mais comment ça a évolué depuis le Covid et finalement, quelles sont les choses qui aujourd'hui permettraient de fondamentalement changer la condition, la considération, la manière dont ces gens, la charge de travail qu'ils doivent assurer tous les jours? Donc oui, donc en fait, le personnel soignant et le personnel infirmier, selon l'OMS, c'est la colonne vertébrale des systèmes de santé. Donc on parle beaucoup médecins, en fait non, on parle toujours médecin chez nous, mais en fait il y a pas que, évidemment. Et évidemment, donc du coup, en fait, il y a eu des investissements qui ont été faits dans les soins de santé post-pandémie, des investissements avec les fonds des pouces blanches, soi-disant une revalorisation salariale, mais ces investissements, ils ont été mis en pleine pandémie, période d'urgence, et moi, ça fait quelques années que j'arrête pas de dire il faudrait revoir ces financements pour les mettre vraiment, on en a besoin, parce que le financement des blouses blanches, par exemple, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on essaye, les hôpitaux et quelques maisons de repos ont de l'argent, mais ils savent pas recruter, et donc ils font des choses avec cet argent qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de moyens. Et donc c'est clair qu'il faut, si je veux répondre à un truc dans ce plan et dans ces trucs multifactoriels, c'est revoir l'image de la profession infirmière, l'image sociétale, l'image des gestionnaires des hôpitaux, l'image dans la tête des médecins et l'image aussi dans les infirmières aussi, parce qu'en fait on véhicule une image nous-mêmes qui reflète l'image sociétale. On reflète même nous-mêmes une mauvaise image de notre profession. Et finalement on est en train de le faire un petit peu ici en mettant le focus sur les difficultés que rencontrent les infirmiers et les infirmières, alors qu'il y a aussi plein de belles choses qui sont vécues là-bas. C'est une profession, on dit toujours, c'est une profession qui a 100 000 facettes. Donc, vous pouvez travailler dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous pouvez travailler dans n'importe quel service, dans les maisons de repos, en santé communautaire, à domicile. Vous pouvez même évoluer, du coup, dans votre carrière. Donc, moi, je suis un bon exemple. J'ai fait plusieurs spécialisations, un master, un doctorat. Donc, il y a plein de possibilités et ça offre surtout d'humanité qu'on peut avoir avec les patients, parce qu'il y a les soins techniques d'une part. Si on préfère les soins techniques, il y a vraiment des milieux plus spécifiques pour ça. Mais si on aime
le côté humain, et tous les infirmiers devraient aimer le côté humain. C'est un retour sur l'utilité qu'on a, qui est majeure par rapport à d'autres professions. Un grand merci Arnaud pour cette petite bulle d'air. Je te propose de quitter finalement l'air saturé, l'air anxiogène des hôpitaux pour s'intéresser à une autre problématique. Et donc je vais me tourner vers Margot, qui est la problématique finalement de la pollution de l'air. Vas-y Margot, donne-nous une petite bulle d'oxygène, donne-nous de l'oxygène ou pas, je sais pas. Oui, je vais aussi jouer un peu la rabat-joie. Je crois que c'est le nom de nos chroniques, les rabat-joises. Les rabat-joie, d'ailleurs. Eh bien, moi, je vais essayer d'axer ça peut-être sur un côté un peu plus écologique, mais montrer finalement que la santé et l'écologie sont liées. Parce que sauver la planète, maintenant, peut presque sembler comme un combat lointain, impersonnel. Mais en fait, sauver la planète, c'est nous sauver nous. Pour vivre, l'être humain a besoin de respirer, boire, manger, dormir. Mais pour rester en bonne santé, un éventail de facteurs personnels, socio-économiques et environnementaux entrent en jeu. Ce sont les déterminants de la santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aspect environnemental. Et je me suis particulièrement interrogée sur un élément, l'air. Et c'est ici que commencent les réjouissances. Selon l'OMS, la pollution atmosphérique est l'un des plus grands risques environnementaux pour la santé. Elle est le deuxième facteur de risque de maladies non transmissibles. La Belgique fait figure de mauvais élève par rapport aux recommandations de l'organisation, et il est temps qu'elle y remédie. Chaque année, la composition de l'air que l'on respire en Belgique serait responsable de plusieurs milliers de morts. Cette dernière est aussi responsable de troubles du système nerveux central, ORL, hormonal, pulmonaire, cardiovasculaire, digestif, dermatologique et reproducteur. Mais pourquoi cet air, que nous n'avons pas le choix de respirer, est-il mauvais ? Eh bien, plusieurs éléments peuvent le rendre nocif et leurs origines sont diverses. Le monoxyde de carbone, que l'on doit notamment à l'activité industrielle et à la combustion des carburants. Le dioxyde de soufre et d'azote, par exemple, des transports, des centrales thermiques, du chauffage et du raffinage. L'ozone, qui est formé par la réaction chimique à partir des polluants. Et les célèbres particules, si fines qu'elles peuvent pénétrer, sans notre consentement, #MeToo particules fines, dans nos poumons et notre sang. Citons parmi ces origines la combustion d'énergie fossile, l'activité industrielle et agricole, ou encore l'incinération des déchets. Alors je sais pas vous, mais personnellement, si j'avais envie d'un cocktail qui, ingéré en grande quantité, me bousillerait la santé, je préférais quand même un mojito. Mais loin de moi les verres en terrasse pollués, l'heure est grave. Si ce n'était pas déjà suffisant, voici un argument supplémentaire qui devrait parler à notre gouvernement. L'argent. Car le prix d'une vie ne semble pas suffire à augmenter drastiquement les moyens mis en œuvre pour la protection de l'environnement. C'est même tout l'inverse. Cela n'est pas non plus assez pour garantir un budget santé qui ne serait pas déjà estimé comme insuffisant pour 2026, ou pour garder les zones à basse émission sur les rails initialement prévus. Alors essayons de parler la même langue et de faire un petit calcul. Vous êtes prêts ? On est prêts. Le coût de la pollution de l'air est estimé à environ 1 285 € par habitant en Belgique. Il s'agit des coûts liés à la santé, à la perte de productivité et aux dommages environnementaux. Multipliez cela par le nombre de Belges, qui était de 11 763 650 en janvier 2024. Et vous obtenez... On est déjà quasi au milliard, là. Je vous écoute. Oh oui, bien. On est à 15 116 290 250 €, soit environ un tiers du budget global prévu par le gouvernement pour l'assurance des soins de santé en 2025. Et plus ou moins 1 500 000 000 de mojito. Et bon, dans ce cas-là, c'est plus compliqué de le consommer avec modération. Alors attention, je ne vous dis pas que rien n'est fait, mais les moyens alloués à la santé ne permettraient en réalité que de résoudre des problèmes causés ou entretenus par une mauvaise gestion politique des autres déterminants de la santé, comme l'emploi, l'éducation, le soutien aux minorités, les énergies fossiles, l'agriculture et l'environnement. Alors tenez compte du fait que je ne vous ai même pas encore parlé de ce que l'on boit, de ce que l'on mange, ou des changements climatiques, ou encore du fait que les soins de santé sont eux-mêmes responsables d'une pollution importante. Et vous comprendrez alors ce que j'ai essayé de vous dire au début de cette chronique. Les domaines de la santé et de l'environnement sont indissociables, et une vraie politique de promotion de la santé n'est rien sans un réel déploiement des moyens, dans l'un comme dans l'autre. En 2022, l'ONU a d'ailleurs formellement reconnu l'impact du changement climatique sur le bien-être humain, et a adopté une résolution historique, déclarant que tout le monde sur la planète a le droit à un environnement sain, de l'air pur, de l'eau et un climat stable. Alors je vais conclure en revenant très très loin dans le passé, à l'Antiquité classique, lorsqu'Hippocrate déclarait: pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. Eh bien, je vous demanderai, moi, maintenant que l'on a considéré, connu et étudié, qu'est-ce qu'on attend pour agir ?
Un grand merci Margot pour ce retour dans les fondamentaux finalement de l'humanité. #balance ta particule fine. Merci. J'ai envie de revenir vers toi Arnaud. Cette histoire de la pollution de l'air, c'est quoi? C'est un vrai problème ou bien c'est juste un délire d'écolo? Non, c'est pas un délire d'écolo. Donc clairement, par exemple à l'Université libre de Bruxelles, dans notre école de santé publique, on a un grand centre de recherche santé-environnement qui n'arrête pas de se développer parce que c'est clairement corrélé, les deux sont clairement corrélés, l'environnement de manière globale et la qualité de l'air, et qui a un impact majeur et surtout sur les personnes encore les plus fragiles, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Donc c'est clair que c'est corrélé entre les deux et justement ces gens qui ont fait qui travaillent dans ce centre de recherche ont aussi fait une calculette. Ils ont calculé le coût sur les consultations médicales par rapport aux particules fines dans les grandes villes. Et on voit que quand les particules fines augmentent, il y a de plus en plus de consultations chez le médecin pour des pathologies respiratoires. Et si on diminuait de 20% les particules fines, on pourrait économiser 43 millions d'euros pour la société rien que sur les particules fines. Donc là, on parle pas, c'est vraiment une particularité sur la qualité de l'air. Et c'est clair que aussi, on a parlé un peu de la pandémie. Il y a un lien direct sur les futures pandémies qui vont être de plus en plus fréquentes, en tout cas probables, avec l'environnement. Là, c'est l'environnement de manière globale, pas que la qualité de l'air. Donc c'est clair que c'est directement corrélé. Nous, à l'école de santé publique, on essaye d'être évidemment, même si on n'est pas du tout avec une casquette d'écolo, on essaye évidemment de gérer nos déchets. On est la faculté la première pour gérer nos déchets. On essaye de faire, on a fait un patio, un jardin pour tout le monde parce que la nature également a un lien avec la santé mentale. Donc clairement, je pense que tout le monde, c'est vrai qu'on n'en parle plus assez. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui est passé à la trappe. Alors que évidemment le coût va revenir en fait comme un effet boomerang, ça va avoir un surcoût sur les soins de santé, sur plein d'autres coûts. Donc clairement c'est pas un bon calcul au final, même si on est dans une pression budgétaire en fait. Et alors se planquer chez soi, c'est pas forcément la solution parce que pendant mes recherches, j'ai constaté et j'ai lu qu'en fait même la qualité de l'air intérieur était particulièrement mauvaise. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement même dans les logements des personnes qui sont en situation de précarité, où parfois il y a un mauvais entretien, ou même juste par rapport à la bougie qu'on allume, enfin même l'air qu'on respire à l'intérieur est mauvais. Et pour l'instant, tout ce qu'on nous conseille, c'est d'installer des filtres, etc. Et c'est d'aérer 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Et je me dis, mince, alors on doit aérer notre mauvais air intérieur avec un mauvais air extérieur. Enfin, faut vraiment qu'on nous trouve et qu'on nous propose des solutions, quoi. Mais Margot, tu penses pas si bien dire parce que justement, il y a ici une association qui récemment a mis un focus sur la question de la qualité de l'air dans les banlieues. Et en fait, quand on parle d'inégalité par rapport justement à l'environnement, à la qualité de l'air, c'est quelque chose de très concret. Il faut savoir que pour l'organisation des Jeux Olympiques, ils avaient décidé de mettre les athlètes olympiques dans les banlieues. Et à cette occasion, ils ont réalisé des tests pour savoir justement la qualité de l'air. Et ils se sont rendus compte, spoiler alerte, que la qualité de l'air était catastrophique. Alors ils se sont pas dit on va régler le problème pour les gens des banlieues, on va faire des gros investissements dans les HLM, on va mettre des filtres à air. Non, rien de tout ça. Mais par contre, dans les logements des athlètes, ils ont installé des filtres à air. Et donc finalement, ces inégalités qu'il y a entre les classes de population, je veux dire, population plus aisée, population moins aisée, c'est une réalité qu'on voit directement. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça, Arnaud, ou des choses qui... On a publié une étude il y a 6 mois, je reviens sur le Covid, parce que du coup, on publie encore des études sur le Covid, où on a analysé les facteurs, les niveaux socio-économiques et le lien avec l'hospitalisation avec le Covid, première et deuxième vague. On s'est rendu compte que les gens qui vivaient dans des villes surpeuplées avaient plus de risques d'être hospitalisés pour du Covid et plus de mortalité, plus de durée de séjour. Donc clairement, on n'avait pas le lien direct avec la qualité de l'air, mais on se doutait quand même que ces gens qui vivaient dans des maisons surpeuplées, qui vivaient dans des quartiers bien spécifiques, avaient plus de risques, même s'ils avaient le Covid, du coup, à mon avis, de développer une forme grave, liée principalement, à mon avis, à cette qualité de l'air, et d'autres études internationales l'ont montré. Donc, clairement, c'est une priorité de santé publique, qu'on le veuille ou non. La santé, en fait, c'est quelque chose de global. On commence à le comprendre avec ce podcast.
Mais c'est clair que la santé, on peut le voir que de manière globale. C'est pas avec des petites interventions one shot qu'on va améliorer la santé publique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en fait, la santé publique, nous, on considère que c'est une discipline interdisciplinaire qui reprend de la sociologie, plein de niveaux de sciences, parce que c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut voir dans la globalité, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de chacun d'entre nous, et donc finalement les interactions, les connexions sont faites effectivement avec toutes les parties de la société. Et je pense que cette question de la globalité de la santé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir dans notre discussion d'aujourd'hui. Mais pour continuer, je vais te proposer un petit jeu, parce que effectivement nous ne sommes pas tous égaux face à la santé, mais vraisemblablement nous ne sommes pas tous égaux face au sport également, puisque Arnaud, en plus d'être infirmier depuis 15 ans, docteur, assistant, prof, jeune papa il y a une semaine, tu es aussi un vrai athlète, un grand athlète. J'ai envie de te demander entre nous ton record sur le semi-marathon en minutes au kilomètre. Je suis pas un grand athlète. Je suis à 3 minutes 43. Moi, je sais pas, je fais pas de sport. Sur le semi-marathon, ça fait un peu en dessous d'1h20. Voilà, un petit peu en dessous d'1h20. C'est quelque chose d'accessible pour tout le monde, sachez-le. Vous pouvez courir comme vous voulez. Moi, ça fait quand même, je commence à avoir chaud, parce que ça fait quand même quelques années que je cours, je n'arriverai jamais à ça. Mais j'espère qu'un jour, si j'y arrive, j'aurai la même humilité que toi. Je dirai non. Je fais ça calmement. Alors, on va mieux te connaître et on va peut-être rigoler un petit peu. C'est simple, je te propose des tu préfères et tu me réponds de manière spontanée. Arnaud, est-ce que tu es prêt ? Ouais. Est-ce que tu es sur la ligne de départ ? Oui. Est-ce que tu es prêt à nous faire un semi-marathon en moins d'1h20 ? On va essayer. Très bien. Alors, justement, tu préfères courir un marathon en tongs ou passer une nuit de garde sans café ? En tongs. Ça te dit l'importance du café. Tu préfères recoudre une plaie pendant un tremblement de terre ou donner cours à une classe de 200 étudiants sans micro ? Les étudiants sans micro. Est-ce que c'est déjà arrivé ? On sent le vécu. Non, mais j'ai une voix qui peut porter. Là, je me retiens, mais je peux avoir une voix qui porte, oui. Oui, et puis recoudre quelqu'un en tremblement de terre, ça doit pas être super évident. Non, et c'est quelque chose que c'est vrai que maintenant, c'est un nouvel acte pour les infirmiers, mais à mon époque, ça l'était pas. Donc voilà. Ok. Tu préfères faire 24 heures de garde ou 4 heures de réunion inutile ? 24 heures de garde. Oui, on voit que... Je comprends aussi. Il faut dire que quand on a autant de temps que toi au quotidien, autant pas le perdre. Tu préfères avoir un stéthoscope qui fait un bruit de klaxon ou des baskets qui couinent à chaque pas ? Les baskets qui couinent, en fait, c'est quelque chose que je connais bien. On n'a jamais vraiment trouvé de solution, donc je vais faire ça. On fait des sprays lubrifiants, on essaie de mettre ça mais ça marche pas. Et donc la nuit, pour réveiller les patients, c'est horrible. Donc voilà, c'est quelque chose c'est du vécu, vraiment. Voilà, donc rappelez-vous que si vous entendez c'est c'est Arnaud qui arrive, il est derrière vous. Sans doute, il est en train de vous rattraper dans le semi-marathon. Alors, tu préfères courir avec une équipe de débutants motivés ou enseigner à une classe de professionnels blasés ? Courir avec des débutants. Tu préfères boire un shake de protéines goût sardine, très très bon, ou manger une barre énergétique goût pansement ? La première, les bananes, allez. On part sur les sardines. Sur les sardines, pardon. Tu préfères être suivi par 10 caméras en garde ou par 10 étudiants pendant ta course ? 10 étudiants pour la course, les caméras, c'est pas mon truc. D'autant plus que les étudiants, ils risquent pas de te suivre longtemps. Tu préfères avoir une ampoule au talon pendant un semi-marathon ou un étudiant qui te tutoie et t'appelle frérot, ça va ? Pendant tout le trimestre. Ah, les étudiants peuvent me tutoyer, mais ils ne peuvent pas m'appeler frérot, donc je vais prendre le premier. Ok. À tous les étudiants qui veulent réussir leur année, n'appelez pas Monsieur frérot. Bruel frérot, c'est une mauvaise idée. Enfin, la dernière, tu préfères courir un 10 km dans une tenue de clown sponsorisée ou enseigner en voix off pendant qu'un autre prof mime tes explications ? La première. Oui, moi j'aurais trouvé la deuxième très très drôle. Personnellement, si jamais il y a des cours comme ça, qu'on essaie de faire un podcast la prochaine comme ça. chronique, on fait ça. je bouge, tu parles. Alors, comme à chaque fois, lors de ce podcast, je vous propose de finir de manière positive. Et pour cette fin, regarde ce que je t'ai ramené, Arnaud. Tu pourrais te dire, c'est un bic.
Tout le monde pourrait se dire que c'est un bic. Parce que c'est un Mais bic. en fait, ce n'est pas un bic. C'est une baguette magique. Je ne relèverai pas ce que Margot a dit. J'ai dit Magritte. Ah, pardon. Ah, j'ai pas entendu ça. Je vais la refaire alors. C'était l'occasion de partir. Donc, je vous ai ramené un bic. J'y ai mis tout mon chi. Et Margot a mis tout le sien. Il faut voir que Margot, elle a un chi vachement magique. Résultat des courses, ceci n'est pas un bic, c'est une baguette magique. Je te la donne. Merci. Et avec cette baguette magique, j'aimerais bien que tu réinventes le monde des soins de santé, que tu nous imagines un monde dans lequel finalement tout le monde pourrait se soigner, dans lequel nos professionnels des soins de santé seraient heureux d'aller au travail. Enfin bref, le monde de Pocahontas, de Peter Pan, le monde qu'on aime, le monde rêvé, le monde ce rêve bleu, tout ce qu'on veut. À toi la baguette magique, Mais à toi moins la parole. sexiste si c'est possible, quand Ouais. même. Alors, bonne question. Hein. Donc là, c'est clair. Mais en fait, je pense qu'il faudrait revoir la politique pour la santé et se dire que c'est pas un mandat de politique, mais avoir une continuité. Parce qu'en fait, à chaque fois, dès qu'on change de ministre de la santé, on en a beaucoup. Donc ça, c'est aussi un bémol. À chaque fois, on a l'impression qu'on réinvente la santé, et alors qu'en fait, la santé, elle a pas changé. Elle a pas changé d'un ministre à l'autre. Et donc ça c'est vraiment un élément, d'avoir une continuité dans les actions, parce que j'ai l'impression que du coup on revient toujours en arrière, on repédale, ça refait du travail pour les professionnels de la santé, pour tous les acteurs de santé publique de manière globale. Si on l'a compris, c'est jouer sur la prévention, agir sur la prévention. C'est le meilleur rapport coût-efficacité, la prévention. Donc, il faut agir sur plein d'éléments. On a parlé de la publicité pour l'alcool, mais pour la malbouffe, c'est la même chose. Il faudrait plus les taxer, revoir les lobbying sur tout ça. On a dit que c'était la journée sans tabac. Là, on a compris que là, il faut revoir ça. La santé ne peut pas avoir des lobbying de publicité par rapport à ça. C'est vraiment important. Il faut revoir la prévention chez les jeunes, mais chez tout le monde de manière globale. Et c'est vrai que l'alimentation, l'alcool et les comportements de santé, de manière globale, revoir l'activité physique, où on n'a pas besoin de courir un semi-marathon en 1h20 pour être vraiment en bonne condition physique. C'est vraiment se bouger, ça marche très bien. 2, c'est vraiment casser ces inégalités sociales de santé. Donc là, c'est vraiment le vrai fléau, et c'est ça qui a un impact. C'est les personnes les moins riches, les moins instruits. Donc c'est vraiment chez eux qu'il faut mettre autant la prévention, qu'il faut mettre des choses en place. C'est des choses qui sont mises en place sur le maximum à facturer, sur des statuts qui sont spécifiques pour qui gagnent moins, qui font moins de dépenses de santé, les tickets modérateurs. Mais on pourrait encore Payant, ouais. le tiers payant, donc on peut jouer. C'est vraiment bien. Donc on essaie de faire ça, mais il faut plus les informer pour les utiliser plus. Et on peut encore aller plus loin. C'est évidemment, là je vais pas me faire des copains chez les médecins, mais c'est diminuer les honoraires, c'est de revoir le prix juste des médicaments. Donc ça c'est toutes ces choses-là qui sont et c'est vraiment là c'est plus les mutuelles. Ils ont des vrais combats et c'est les écouter. Et je pense que c'est important. Troisième élément, c'est améliorer l'accessibilité, avoir plus de professionnels de la santé bien formés et qui ont des conditions de travail qui sont simples, qui restent dans leur profession, parce que c'est vraiment ça le problème pour les infirmiers. Comme j'ai dit, 40% des infirmières diplômées ne travaillent plus dans les soins de santé. Donc on aura beau dire on va augmenter le nombre d'étudiants dans les écoles, ce que j'entends toujours dans les médias, mais en fait au final c'est comme gonfler un vélo d'un vélo qui est fuité, ça sert à rien. Donc il faut jouer en amont et en aval sur ce sujet. Ok, donc si je résume, on a le côté politique, d'avoir une vision, de resserrer, de ne plus avoir un 9 ministre des Santé, mais un peu moins. Et la santé, c'est pas que pour le ministre de la Santé. Oui, c'est le ministre de l'économie, ministre de logement. En fait, c'est emploi, donc c'est global. En fait, ils devraient se réunir en commission une fois par semaine pour dire qu'est-ce qu'on fait et comment. Et il y a des commissions santé, mais qui sont faites, mais et il n'y a pas avec la lasagne institutionnelle belge, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. 2, c'était gommer les inégalités de santé, et 3, l'accompagnement des professionnels, etc. Bon, t'as bien remarqué que je t'ai menti, hein, c'est pas la baguette magique d'Harry Potter, ni de Peter Pan, ni de Pocahontas, c'est un bic. Mais j'ai envie d'aller du coup concrètement. Finalement, ce bic, c'est le bic du Premier ministre. Il t'appartient. Et tu dois faire un choix. Tu dois signer ta première loi pour régler les questions de santé. Qu'est-ce que tu signes ? Le tiers payant, des soins de santé intégrés et l'intervention majorée pour effacer les inégalités sociales de santé. Okay. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Parce que j'ai peur que pour tout le monde, le tiers payant, les soins intégrés, ce soit pas forcément clair.
Donc on va parler des soins intégrés de manière globale. C'est que en fait on a des soins de première ligne, en médecine générale, les soins infirmiers à domicile. On a des hôpitaux, peut-être deuxième ligne, et troisième ligne, les hôpitaux académiques. Il y a plusieurs manières d'organiser les soins de santé, mais globalement c'est ça. Et il n'y a pas de bonne communication entre tout ça en fait. Et c'est catastrophique en fait quand il n'y a pas de communication entre tous ces professionnels de la santé, parce qu'en plus ça nous fait une charge de travail administrative, une charge de travail de manière globale. Les patients sont perdus dans tout dans tout ça. Et donc là, c'est vrai que les soins intégrés, ça fait longtemps qu'on en parle, en tout cas nous dans notre milieu, peut-être pas vous. Mais globalement, les choses s'améliorent pas. Et c'est vrai que j'ai fini ma carrière dans les hôpitaux où je travaillais pour un réseau hospitalier sur la prévention et le contrôle des infections et sur la résistance aux antibiotiques. Fléau de la santé publique, je rappelle. En 2050, il y a plus de personnes qui vont mourir de résistance aux antibiotiques que le cancer. Et on n'arrivait pas à communiquer avec les maisons de repos parce que nous, on travaillait au niveau des hôpitaux, et ça c'est le fédéral. Les maisons de repos c'était l'AVIC, donc c'était régional. Il y avait des guéguerres entre eux parce que du coup les gens de l'AVIC avaient l'impression qu'on arrivait sur leur plate-bande. On a essayé de communiquer avec les médecins généralistes et les soins à domicile, c'était très compliqué de les contacter, etc. Donc en fait même les soins, du coup en fait on est trop dans du curatif, et c'est vrai que du coup on n'arrive pas à bien communiquer tous entre nous dans toutes ces lignes de soins. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. La promesse que moi je vais vous faire, c'est que je vais continuer à chercher cette baguette magique et ce bic du ministre pour qu'on puisse trouver des solutions. Je tiens à vous remercier, Margot, Claire, pour vos chroniques bien intéressantes, bien pertinentes, un peu rabat-joises, mais finalement c'est ça aussi, de se poser des questions et de se faire parfois un petit peu mal pour aller mieux. Un grand merci Arnaud, franchement très 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 heureux de t'avoir accueilli aujourd'hui. On pourrait discuter comme ça pendant des heures et je suis sûr qu'on ira peut-être lors de nos prochaines émissions sur quelque chose de plus spécifique, et promis, je te réinviterai avec beaucoup de plaisir. Voilà, on arrive à la fin du Pont des communs. C'était la mission Bonne Santé. Santé à vous tous, en tout cas prenez-en soin, ça c'est sûr, on n'en a qu'une, elle est primordiale, et mon Dieu qu'elle fait du bien.